je le connais oui, depuis longtemps aussi, oui, depuis plus de 20 ans, je dirais même presque 30 ans. Et puis voilà, puis bon, bah, j'ai fait des articles dans sa revue et j'ai fait ce livre. J'ai fait ce livre dont la première version, la première mouture date de 2008 ou 2009, je pourrais vous le montrer. Attendez, 2000. À l'époque, il s'appelait Le secret d'alchimie, vous voyez, Oui, oui, ceci, et oui. il a été publié alors que je vous dise pas de B, en 2008, vous voyez, Oui, oui, 2008. ça remonte, Voilà. oui. Alors, la dernière mouture, c'est celle-là, donc voilà, que j'ai reçue. Oui, oui, Vous devez la voir. oui, je l'ai là. Oui, Vous la vous voyez l'avez là. projetée? Ah oui, on le voit. Ouais. Ouais, Vous la voyez voilà. là. Donc, voilà. Alors, il y a toute une histoire parce que ces dessins, ils sont aussi vieux que le texte. Et puis, je ne sais pas pourquoi, soit au début, j'ai dû lui montrer, ou j'ai peut-être oublié de lui montrer. Enfin, bref, ils étaient restés sous le coude. Et puis, il y a quelque temps, quand il m'a demandé de. Quand il m'a dit ben, je vais refaire une édition de ton livre, eh bien, je lui dis, mais tu sais, j'ai fait des dessins. Ah, bah bon, me dit-il. Alors, je lui ai envoyé et il m'a dit, mais c'est merveilleux, ils sont très beaux tes dessins. Plus, alors, ceux qui sont à l'intérieur aussi, il y en a quelques-uns. Voilà l'histoire de, de ces dessins. Voilà. Donc, en fait, ça répond à la première question que j'avais notée, le changement du titre du livre qui s'appelait au départ Oui. Secret d'alchimie. Donc, Secret d'alchimie, on a trouvé que c'était un petit peu vaste, si vous voulez. L'alchimie a tellement de secrets que, effectivement, les gens pouvaient se demander lequel parmi tous ces secrets. ouais, Tandis que le grimoire du jour de Saturne, il a toute une explication parce que, effectivement, dans le cours de l'histoire, il est question d'un grimoire. Et en plus, le jour de Saturne, parce que Saturne, c'est samedi, et j'ai fait des recherches qui m'ont montré que les alchimistes à partir du XVIe siècle, peut-être pas avant, peut-être pas dans le Moyen Âge, mais à partir du XVIe siècle, ils se réunissaient à quelques-uns devant le portail de Notre-Dame de Paris pour discuter de leurs travaux de la semaine passée. Voilà. Alors ça, c'est un élément, à mon avis, c'est un élément intéressant parce que ça montre que peut-être à partir de la Renaissance, les alchimistes n'ont pu travailler isolément, chacun dans son coin, mais au contraire, ont éprouvé le besoin de se regrouper, je dirais peut-être en formant peut-être des oui. confréries à caractère mystique bon, qui ont peut-être perduré, à travers le temps, voyez. D'où le grimoire du jour de Saturne. Voilà. D'ailleurs, je pense que vous en parlez dans le livre le secret des cathédrales, je pense. Vous en parlez du Oui, oui, voilà, j'en parle, oui, oui, voilà. oui, oui, oui. Donc, on avait aussi noté la question de Géam, tailleur de pierre, personnage principal de votre livre, va-t-il évoluer tout au long de votre roman En quête d'absolu? Ben oui, alors effectivement, sans dévoiler le contenu de l'histoire, Oui, bien sûr. Oui. ce qui ferait que les gens n'achèteraient plus le livre, Oui. sans dévoiler le contenu de l'histoire, si vous voulez, j'ai imaginé un jeune compagnon tailleur de pierre qui fait son tour de France. Enfin, il ne fait pas réellement tout un tour de France, mais disons un mini tour de France. Et au hasard de ses pérégrinations, il rencontre un vieillard qui va l'initier à l'alchimie en lui montrant justement ce fameux grimoire. Voilà. Et en lui disant, ben, là, il n'y a pas tout d'expliquer. Il te restera à toi de trouver en quelque sorte la dernière clé pour comprendre tout le grand œuvre. Voilà. Donc, c'est comme on pourrait nommer ça le jeu de piste philosophique, en fait. Oui, un jeu de piste philosophique, oui, Voilà. tout à fait. Parce qu'en fait, si vous voulez dans ce livre qui n'est pas véritablement un roman, qui est plus, je ne sais pas comment l'appeler, c'est pas un essai parce que moi je suis plutôt
un essayiste, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit des essais. Romancier, il faut avoir des qualités certaines que je n'ai peut-être pas. Et donc, si vous voulez, ce livre est en quelque sorte un peu un conte initiatique, voilà, un conte initiatique imaginaire, mais qui se réfère à des faits bien précis dans l'histoire et qui, en fait, relate donc l'histoire que je viens de vous résumer rapidement. Mais si vous voulez, je pense que c'est peut-être anticiper sur une autre question que vous allez me poser, mais euh, si vous voulez, en fait, comment va-t-il évoluer? Eh ben, il va devenir, en fait, à travers la découverte de ce manuscrit et à travers les découvertes qu'il va faire dans ses pérégrinations sur les édifices religieux, eh bien, il va devenir ce qu'on appelle un adepte, c'est-à-dire ceux qui auront intégré complètement tous les secrets de l'alchimie et il va rejoindre une confrérie qui s'appelle les Frères de la Rose. En fait, je vais vous dire, c'est les Frères de la Rose-Croix. Hein. Oui, Nous effectivement, sommes oui. au début Oui. nous sommes au début du XVIIe siècle. Et si vous voulez, j'ai pas osé mettre la Rose-Croix parce que, si vous voulez, j'ai pas voulu. Bon, la Rose-Croix existe toujours. Aujourd'hui, il y a des cercles rosicruciens, il y a même des sociétés rosicruciennes. Et donc, j'ai pas voulu en quelque sorte euh, euh, marcher sur leur territoire en imaginant les frères de la Rose Ah simplement. ouais, Voilà. d'accord, ok. Donc en fait, vous avez anticipé ma question qui était qu'en y a-t-il des frères de la Rose? Donc vous avez répondu largement à cette question. Vous avez anticipé un peu. Oui. Voilà, oui, oui, oui. Alors, si on se souvient, si vous voulez, le but de la Rose-Croix, de la Fama Fraternitatis, donc en 1613, puisqu'il y a eu les fameux traités de la Fama, de la Confessio et les noces chimiques, euh, si vous voulez, le but, enfin, l'un des buts de ces Rose-Croix du XVIIe siècle était de vouloir réformer la société euh, qui était corrompue à son époque. Et donc, il voulait en quelque sorte la purifier et en même temps, comme il prétendait être comment dirais-je, des adeptes, c'est-à-dire des gens ayant acquis une connaissance quasiment extraordinaire, infinie, et il prétendait donc vouloir soigner tous les malades, donner de l'argent à ceux qui n'en avaient pas. Enfin, voilà, vous Oui. voyez, il y avait un vaste souci, je dirais, humanitaire en même temps derrière cette démarche. Vous voyez. Et là, j'avais une question aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'abrégé le plus satisfaisant de la science hermétique? Bah, l'abrégé, en fait, c'est Victor Hugo. Hein. C'est une phrase de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. En fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire, Victor Hugo, lorsqu'il a dit Notre-Dame de Paris représente l'abrégé le plus satisfaisant de la science Ah oui, hermétique? C'est d'accord. que Ok, oui. Notre-Dame de Paris a cette chose de particulière parmi toutes les cathédrales de France, c'est que véritablement, c'est un temple de l'alchimie. J'ai fait des recherches, j'ai fait des travaux là-dessus depuis pratiquement, depuis Nicolas Flamel, vous voyez, ça date pas depuis Nicolas Flamel, depuis donc le 15e siècle, il y a eu sans arrêt des alchimistes qui sont venus, qui ont regardé, qui ont fait des commentaires sur la statuaire, sur les fameux médaillons. Vous n'êtes pas parisien, non, Non, mais vous connaissez Notre-Dame. je suis strasbourgeois, par contre. Vous êtes strasbourgeois. Et donc là, Ah, bah, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses intéressantes aussi à dire sur la cathédrale de ouais. Strasbourg, en particulier à travers la Maison de l'Œuvre. Mais donc, sur le portail central de Notre-Dame de Paris, donc vous avez le Christ en majesté sur le trumeau, et de chaque côté, vous avez des médaillons qui représentent les vices et les vertus. Seulement, ces médaillons des vices et des vertus, il y a deux façons de les interpréter. Il y a la façon des historiens d'art qui ont expliqué donc tel médaillon représente telle vertu. Alors bon, alors par exemple, je vais vous donner un exemple celui que l'on cite le plus souvent, l'humilité.
l'humilité, donc qui est une vertu, c'est pas une vertu cardinale, mais c'est une des vertus, eh bien, c'est une femme qui tient un disque et à l'intérieur duquel il y a une colombe. Bon, et Émile Malle, le grand historien d'art de la fin du 19e et du début du 20e siècle, avait fait toute une explication sur justement la colombe, pas la colombe, je vous ai dit si, c'est la colombe, en faisant cette annotation, il a repris cette phrase de l'Évangile, soyez dociles comme, c'est pas comme une colombe, non, si c'est comme une colombe, et soyez rusés comme les serpents. Enfin, l'Évangile dit ça, et donc il donne beaucoup de détails sur la manière dont l'oiseau a été sculpté. Et alors, en fait, on s'aperçoit à Notre-Dame de Paris que ce n'est pas du tout une colombe, mais c'est un corbeau. Ça ressemble plus à un corbeau. Et là, effectivement, avec le corbeau, on a la possibilité d'y faire une interprétation alchimique, puisque vous savez que l'alchimie se décompose en différentes étapes à travers des couleurs différentes. Et la première étape, dite l'œuvre au noir ou œuvre du corbeau, justement. Donc, il y a effectivement une association que l'on peut faire. Et quand vous regardez, vous vous apercevez qu'effectivement, c'est vraiment un corbeau. Alors que sur les autres cathédrales, que ce soit à Chartres, à Amiens, également à Rouen, eh bien, ça n'est pas un corbeau, c'est véritablement une colombe. Voilà. Donc, alors, ce qui a fait dire à certains qu'effectivement, Notre-Dame de Paris a été un peu le temple des alchimistes. Voilà, donc en fait, on comptait parler de l'autre interview, on comptait parler du livre Le secret des cathédrales un peu plus tard. Là, vous avez un peu déjà commencé un peu à… J'ai un peu anticipé, voilà. Mais voilà, donc ça sera l'objet d'une prochaine interview, mais disons, on a déjà bien parlé du grimoire de Saturne, et est-ce que vous avez encore quelques petites précisions pour donner aux lecteurs quelques détails, ou bien est-ce que oui, on a fait le tour? Il y a une petite précision à donner, c'est que si vous regardez la couverture, en fait, elle a un sens symbolique très fort, cette couverture. Car vous voyez quoi? Vous voyez un dragon, vous voyez en arrière-plan la tour Saint-Jacques, oui. Et vous avez un dragon, un énorme dragon qui emmène une espèce de globe à l'intérieur duquel se trouve une rose. Il y a tout un sens symbolique derrière tout ça, parce que le dragon, si vous voulez, dans l'iconographie alchimique, peut représenter différentes choses, mais souvent, il représente la matière première de l'œuvre, c'est-à-dire celle à partir de laquelle les alchimistes vont travailler. Alors, vous avez le dragon ailé qui représente encore un petit peu aussi autre chose. Et alors, la rose, qu'est-ce qu'elle représente? La rose, en fait, c'est la pierre philosophale, c'est la quintessence de l'œuvre. Autrement dit, dans ce dessin, vous avez le point de départ et l'arrivée du grand œuvre, c'est-à-dire à partir de la matière première de ce corbeau qui est informe, qui est laid, le corbeau n'est pas tellement apprécié je dirais, dans l'ésotérisme occidental, alors que chez les orientaux, par contre, le corbeau, le dragon a beaucoup de qualités et de vertus. Mais chez nous, effectivement, ça représente plutôt le mal. Et alors, vous avez la quintessence de l'œuvre, c'est-à-dire vous avez le point de départ d'une matière qui est une matière chutée, parce qu'effectivement, les alchimistes étaient de bons chrétiens, étaient véritablement de fervents chrétiens. Et alors, à partir d'une matière informe, chutée, du chaos, eh bien, ils voulaient créer une matière, quelque chose de parfait, c'est-à-dire cet or philosophal, dont le symbolisme de cet or était la rose. Vous voyez, voilà. Donc, là, vous avez l'alpha et l'oméga de toute l'œuvre alchimique dans ce dessin.